Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Aujourd'hui, on va revenir sur le Grand Prix de Hongrie 2020 et je sais déjà ce qu'on va dire, hein. Oh là là, le championnat, il est plié, les Mercedes ont 9 longueurs d'avance, Hamilton, il est imbattable, Bottas, il est jamais là quand il faut. Ouais. Par contre, ce qui va me plaire avec cette saison, parce que je me dis que si j'essayais pas de toujours voir du positif dans la Formule 1, j'aurais arrêté de regarder il y a des années. Il se passe quand même des trucs, déjà, sur l'ensemble du reste du peloton, c'est hyper intéressant, je trouve, ce qui se passe dans tout ce qui n'est pas Mercedes, donc c'est-à-dire de Red Bull à Williams, grosso modo. Et également, ce que je trouve assez intéressant, alors c'est peut-être que moi, mais ce décalage de se dire qu'on a terminé le Grand Prix de Hongrie et que c'est la 3e course de la saison. C'est un truc, ça fait dissonance cognitive dans ma tête, de se dire que pour l'instant, il y a encore que 7 courses de programmées. On s'attend à ce qu'il y en ait peut-être d'autres, mais voilà, on en est là. Et ça peut, enfin, je sais pas, il y a toujours un petit peu cette part de combien de temps on va devoir voir Hamilton gagner. Est-ce que il y en a encore pour 7 courses? Est-ce qu'il y en a encore pour 10 courses? On sait pas. Et ça peut être intéressant de ce côté-là aussi. Plus sérieusement, j'espère que ce Grand Prix remporté par Hamilton devant Verstappen et Bottas ne sera pas une allégorie de la saison 2020, c'est-à-dire un Grand Prix qui commence un petit peu sous la pluie avec une grille un petit peu bizarre et qui s'annonce plein de promesses, mais qui au final s'avère être une course qui s'assèche avec pas grand espoir, pas de grande surprise dans le reste du paquet, quoi. J'espère que la saison 2020 sera pas comme ça, mais malgré tout, j'ai trouvé que, voilà, encore une fois, derrière, il s'est passé des choses, il y avait de belles luttes, et c'était intéressant pour ce qui est d'Hamilton, voilà, on ferme le dossier, encore une fois, 20 sur 20, on passe à la suivante. S'il ne s'était pas arrêté quelques tours avant Verstappen, c'était un grand chelem, donc il n'a pas mené tous les tours de la course, il repart avec seulement un hat-trick, donc 26 points avec le meilleur tour en course, il prend la tête du championnat pour la première fois de la saison. Oui, parce qu'avant, c'était pas lui qui menait le championnat, on savait que c'était qu'une question de temps. Faut dire aussi ce qui est, c'est pas pour dénigrer Hamilton, mais la Mercedes, elle a une tête d'avance, et je vais parler aussi de la Mercedes de l'an dernier qui est aussi inquiétante. Pour ce qui est de la course de Bottas, j'arrive pas à comprendre cette histoire de il saute le départ. Si la définition de sauter le départ, c'est faire bouger la voiture avant que les feux soient verts, Bottas a sauté le départ. Mais étant donné que ça n'a pas déclenché un certain capteur qui se trouvait peut-être 2 mm plus loin, et ça n'a pas suffi pour que Bottas soit pénalisé. D'ailleurs, si la FOM l'autorise gentiment, j'essaie de repasser les images de ce faux départ pour qu'on voit vraiment bien la faute de Bottas dans ce faux départ. Pour moi, c'est assez évident. Ah non, pardon, je me suis planté d'image. Donc, moi je veux bien qu'on se dise, bon, on pénalise pas forcément quand un pilote bouge avant que les feux soient verts. Mais à ce moment-là, j'aimerais qu'on soit plus spécifique dans le règlement, pas qu'on dise faux départ uniquement si tu déclenches le capteur. Surtout Bottas, c'est vraiment un pro pour ça, de toujours partir juste au moment où il faut. Bon, là, il l'a raté pour le coup, mais tous ces départs où il part à la seconde où les feux deviennent verts, mais où il n'est pas considéré comme étant un faux départ juste parce que il n'avait pas déclenché ce soi-disant capteur. Je voudrais qu'il y ait un peu plus de clarté là-dessus, parce que c'est quand même quelque chose d'incompréhensible à mon sens. Bottas, surtout que c'est un des pros pour ça, où il fait des départs, où il part vraiment à un moment où on se dit c'est pas possible de réagir à un moment comme ça. J'ai en tête son départ en Autriche de 2018 de mémoire, où il s'élance à un moment où on ne peut pas avoir réagi, où ça veut dire que son cerveau lui a dit « vas-y, pars » au moment où les feux étaient rouges, mais étant donné qu'il n'a pas déclenché le capteur au bon moment, tout ça, il n'est pas pénalisé. Et ça me dérange pas dans le sens où aujourd'hui, je me dis pourquoi le pénaliser ? Parce qu'il s'est pénalisé lui-même, en fait. Parce qu'il a perdu je sais pas combien de places au départ, il a dû remonter dans le plateau pour aller chercher sa 3e place, donc il a été un petit peu pénalisé en ce sens-là. Mais peut-être, à ce moment-là, je sais que la FIA aime bien employer ce terme-là, pourquoi ne pas pénaliser le pilote si on estime que il est parti beaucoup trop tôt et qu'il en a gagné un avantage, ou je sais pas comment le traduire d'une manière
plus satisfaisante pour la langue française. Là, clairement, Bottas, il en a tiré aucun avantage de ce départ. Et je repensais notamment au départ raté de Raikkonen en Russie, où là, mais il avait complètement planté son départ, il avait tout perdu, et en plus il se prend une pénalité de passage par les stands, ou un stop and go de 10 secondes. C'est une pénalité très lourde, alors qu'il s'est lui-même pénalisé au préalable. Et je pense aussi à Vettel au Japon, qui n'avait rien eu. Ça aussi, c'est vraiment un truc récurrent chez la FIA, c'est les décisions que même avec le plus de mauvaise foi, j'ai du mal à justifier. Surtout qu'il y en a une autre sur laquelle je vais revenir de sanction de la FIA que je trouve aberrante. Mais sinon, pour ce qui est de la course de Bottas, je trouve qu'il fait ce qu'il faut. Il termine juste là où il faut, en 3e place, c'est-à-dire une bonne position, exactement ce qu'il lui faut pour assurer son poste de vice-champion pour le championnat, et étant donné que c'est ce qu'il semble vouloir, il a fait ce qu'il fallait. Enfin, je veux dire, à quoi ça va lui servir de prendre des risques pour essayer de grappiller 3 points, alors que voilà, c'est pas comme s'il jouait le titre contre Hamilton, un pilote qui est réputé pour ne laisser absolument aucune miette. Donc 3 points, qu'est-ce que c'est ? Non, je pense que vraiment, pour assurer le titre constructeur, on peut compter sur Bottas, et il fait bien son travail dans ce sens-là. Et pour ce qui est de Max Verstappen, je suis obligé de dire un grand waouh, et il l'a fait lui-même, à ces mécaniciens qui, d'après, je sais plus qui disait ça, il me semble que c'était Mark Webber, ont fait le travail d'une nuit en 12 minutes, lorsque Verstappen s'est crashé pendant le tour de mise en grille. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mauvaise image, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir en F1, mais ça peut arriver dans ces conditions piégeuses, avec des pneus froids. Et il est allé chercher une 2e place, s'intercaler entre les Mercedes, en sachant que la Red Bull était pratiquement pas du tout là à la régulière hier. Il y avait vraiment quelque chose. Et même si je regarde Albon qui termine 5e, qui a fait une course extrêmement solide, je sais pas si c'est une histoire de conditions de piste ou si c'est juste en termes de rythme de course où il y a plus de performance. Mais en tout cas, les Red Bull, elles se sont vraiment remises en avant, et c'était vraiment pas le cas en revanche des Mercedes, de Stroll qui termine des Racing Point de Stroll qui termine 4e, et de Perez qui termine 7e, pardon. Parce qu'on sait que ces Racing Point, elles ont du mal dans le trafic, on l'a vu l'an dernier, et c'est peut-être le souci de Bottas, si la Mercedes de cette année porte le même problème, à savoir d'avoir beaucoup plus de mal dans le dirty air à refroidir sa voiture. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles aussi bien Perez que Bottas ont eu du mal à remonter dans le paquet, et aussi le fait qu'il faut le reconnaître, le Hungaroring, c'est vraiment un des tracés les plus difficiles pour doubler. On a eu de la chance d'avoir eu des dépassements, parce que c'est pas un circuit sur lequel il y en a beaucoup habituellement, et je trouve que cette édition s'est pas trop mal débrouillée de ce côté-là. Merci aussi au DRS, mais quand même, on en a eu 2-3 belles batailles. Donc, Stroll, je sais que je tapais un petit peu sur ses doigts la semaine dernière, parce que j'ai envie de le voir faire mieux. Et ce week-end, voilà. Qu'est-ce que je peux lui demander de faire plus ? Il bat Perez pour la 2e fois consécutive en qualification, alors qu'on sait que Stroll, c'était le pro des pilotes bloqués en Q1. Là, il bat 2 fois son coéquipier en 3 courses en qualif. Il termine 4e. Est-ce que la Racing Point avait les moyens de jouer le podium ? Il aurait fallu le voir si Perez n'avait pas eu les soucis qu'il a eu, comparer les rythmes de course, mais en tout cas il ramène 12 points pour Racing Point, c'est important pour eux. Maintenant la question c'est, est-ce que Racing Point est légitimement la 2e force du plateau, ou est-ce que c'est la 3e ? Dans les 2 cas, ils sont pas là où ils doivent être. J'ai l'impression que cette Racing Point a un énorme point faible, c'est les pistes humides. Parce qu'on a vu en Autriche, en Styrie, pardon, je confonds, les circuits se ressemblent. En Styrie, les Racing Point étaient vraiment fortes aux essais libres. La qualif était pluvieuse, c'était un désastre, et en course, c'était sur le sec, elles ont revenu. Ce week-end, c'était pareil, sur le sec, aux essais libres, elles étaient très fortes. En qualif, très forte, et là, piste humide pour la course, et ça a été très compliqué pour les 2 Racing Point. En tout cas, Stroll, dans une période où Papounet doit se dire, il y a un quadruple champion du monde qui est disponible, et j'ai pas trop envie de virer mon fiston, mais c'est
pas nécessairement le plus performant, et bah si Fiston il amène les performances, je pense que Papounet il sera plus enclin à payer beaucoup d'argent à Pérez pour le sortir de l'équipe et peut-être faire venir Vettel. Enfin, ça c'est des rumeurs, on sait pas où ça en est, je pense pas que ce soit le sujet actuellement. Pour ce qui est de la course de Checo, départ raté, et j'ai cru comprendre que depuis le samedi matin aux essais libres, il était malade, pas en forme. Il a eu un petit week-end sans. Il ramène quand même des bons points pour son équipe. Donc là, il se retrouve peut-être un petit peu sous pression, à voir s'il va tenir le coup pour le reste de la saison, à suivre. Pour ce qui est des Ferrari, j'ai pas trop compris, et je sais même pas si eux comprennent. 5 et 6, c'est presque une superbe qualif à ce stade-là pour Ferrari. Ils en étaient très contents. Vettel termine 6ème, Leclerc 11ème. Je sais pas. Déjà très belle course de Vettel, faut le reconnaître, qui a fait le bon appel pneumatique au bon moment, parce que alors que son équipe allait le passer en pneus soft comme ils ont fait à Leclerc, il a appelé les médiums, et c'était ce qu'il fallait faire, parce que clairement, j'ai l'impression que tous les pilotes qui étaient en pneus tendres, ils y sont pas arrivés. Et le fait est qu'aucun pilote dans le top 10 n'a chaussé les pneus tendres, à l'exception de Hamilton qui les a pris à 2 tours de la fin pour faire le meilleur tour. Donc c'est vraiment que les pneus tendres, c'était le mauvais choix stratégique, et Vettel, il a fait lui-même l'appel, pour passer en pneus tendres, donc il a toujours un petit peu de flair, et ça me fait plaisir à voir. Et là où ça devient très ambigu chez Ferrari, et ça m'a beaucoup fait rire, c'est que Vettel était clairement plus performant que Leclerc ce dimanche. Alors on a vu un petit peu pourquoi, aussi Leclerc n'arrivait absolument pas à trouver le bon équilibre avec sa voiture, mais le fait est que Vettel était plus rapide, et du coup la Ferrari, ils étaient en mode est-ce qu'on donne une consigne d'équipe pour favoriser le pilote qu'on va virer ? Bon, quoi qu'il en soit, Vettel a pu remonter jusqu'à la 6ème place, et c'est bon. Pour ce qui est de Leclerc, c'est un week-end à effacer. On a vu de belles luttes avec Norris. Ils auront au moins fait le spectacle parce que les deux terminent hors des points. Bref. Pour ce qui est des Renault, c'est étrange. Ricciardo qui termine donc 8ème, et pour Ocon, c'est la 14ème place. 4 points pour Renault. Je sais pas s'il faut dire que c'est bon ou si c'est pas bon. Parce que clairement, ramener 4 points après un Grand Prix, c'est pas l'objectif de Renault. Et en même temps, Ricciardo dit que la voiture est bien mieux que l'an dernier. Alors l'an dernier, on sait que la voiture souffrait sur ses tracés en Autriche et en Hongrie. Ricciardo est plus content de la voiture, mais en même temps, j'ai l'impression que Renault a fait un pas en avant, mais que les autres ont fait 2 pas en avant. Donc je sais pas, Ricciardo en tout cas, il est toujours là, on peut compter sur Danny Ric. Pour ce qui est d'Ocon, ça se joue à un rien en fait. Ce que je veux rappeler, juste parce que je suis monsieur, je trouve des excuses à tout le monde, tu vois. L'an dernier, Ricciardo, il lui a fallu à peu près 5-6 courses pour commencer à s'habituer à la Renault. Je rappelle que Ricciardo, on l'a vu faire une marche arrière dans Kvyat, on l'a vu faire pas mal de petites bêtises en début de saison, donc il lui a fallu du temps pour s'adapter. C'est ce que je vais appliquer, la même politique pour Ocon. Je lui laisse encore un petit peu de temps, parce qu'il est peut-être pas très loin, mais les écarts sont tellement infimes entre toutes les équipes que ce petit rien, ça devient beaucoup. Et ce petit rien, il va vraiment falloir rapidement le combler. Après, je pense pas qu'il ait à s'inquiéter pour son avenir, il a un contrat pour l'an prochain, mais c'est important pour lui qu'il commence à s'imposer en interne. Je continue à être un petit peu coulant pour les 3-4 prochaines courses, peut-être jusqu'à la mi-saison, le temps qu'il prenne vraiment la mesure de la Renault. Carlos Sainz récupère donc la 9ème place sur tapis vert, c'est un mauvais week-end pour les McLaren, sont pas contentes. Et au final, si on regarde qui termine devant, c'est les Racing Point, une Ferrari, les Red Bull et les Mercedes. Donc techniquement, 4ème force, les McLaren, mais sachant qu'elles étaient encore 2ème du championnat il y a une semaine, c'est peut-être pas ce qu'elles voulaient. Il termine aussi derrière Ricciardo, c'est peut-être un petit peu pour ça qu'il n'était pas content, Sainz. Mais voilà, les McLaren peut-être plus en difficulté sur ce tracé, mais comme je le disais, c'est ce qui m'intéresse, c'est la bataille vraiment dans le milieu de plateau, parce que les McLaren, comme je le disais, étaient 2ème du championnat, là, elles galèrent à entrer dans les points. C'est vraiment quelque chose que je pense
le seul championnat qu'il va vraiment falloir suivre, c'est tout ce qui va se passer à peu près entre la 3e et la 8e place, quoi. Parce que là, c'est très serré encore entre les McLaren et les Racing Point. Mais voilà, autant Sainz que Norris, j'ai pas grand chose à dire, ils font le boulot. Norris, c'est un départ raté qui lui aurait vraiment coûté sa course. Mais belle lutte avec Leclerc, ça faisait plaisir à voir, il y avait au moins ça. Maintenant, je vais être honnête que je suis aussi content que dégoûté pour la 9e place transformée en 10e de Kevin Magnussen, et un petit peu moins pour la 15e devenue 16e place de Romain Grosjean. Pourquoi ? C'était un coup de génie ce qu'ils ont fait chez Haas en demandant aux pilotes de s'arrêter à la fin du tour de formation pour chausser les pneus médiums. On a fait ressortir le nom, un coup de Winkelhock, le pilote qui, lors du Grand Prix de Nürburgring 2007, s'était arrêté au stand pour chausser des pneus pluie avant le départ de la course et s'était retrouvé en tête avec 40 secondes d'avance à la fin du 2e tour. Parce que tous les autres étaient en pneus secs, lui il était parti en pneus pluie, et le torrent commençait à s'abattre sur le circuit. Et ben là, c'était la situation inverse. On a dit au Haas de s'arrêter parce que la piste était vraiment en train de s'assécher. Quand tout le monde est passé des pneus inter aux pneus secs, ils étaient 3 et 4 à la régulière. Ça a non seulement permis de mettre en avant à quel point non seulement la Haas manque de rythme, mais aussi à quel point Kevin Magnussen est à mon sens un pilote qui est beaucoup trop sous-estimé. J'aime pas employer ce terme-là, mais en fait si je l'utilise, c'est juste parce que je pense que Magnussen, on a tendance à un petit peu trop se souvenir de ce qu'il peut faire dans ses mauvais jours et oublier ce qu'il peut faire le reste du temps. C'est un pilote que j'estime très solide, et aujourd'hui, il l'a démontré à mon sens, parce qu'il avait un rythme vraiment, vraiment très bon. Il a su se défendre. Il a aussi profité du fait que Grosjean était juste derrière pour ralentir un petit peu le paquet aussi. Alors Grosjean, il a toujours une excuse. Mais je dis pas que c'est pas bien d'avoir des excuses. Parce que là, il a eu cette touchette avec Albon, qui a endommagé son aileron avant. C'est juste qu'il a toujours des excuses. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que ça tombe toujours sur lui. Donc, je pense pas pouvoir dire grand-chose de sa course. C'est juste regrettable que les Haas aient pas pu mettre les 2 voitures dans les points, alors que l'apocalypse est en train de s'abattre au domicile du Blabla F1, en même temps qu'il y a des travaux de partout. C'est génial, je m'excuse de cette digression, mais c'est un truc que j'adore avec l'été. C'est pas vrai. Et du coup, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure sur ces affaires de pénalité, parce que on a appelé Magnussen et Grosjean à s'arrêter à la fin du tour de formation. C'est considéré comme une consigne d'équipe, pas autorisé pendant le tour de formation ou je sais pas quoi. Enfin, sincèrement, quoi, 10 secondes de pénalité pour ça, alors que on a eu le départ de Bottas, on a eu l'affaire des mécaniciens qui sèchent l'emplacement de départ de Albon, ce que j'ai oublié de soulever tout à l'heure. Sérieusement, quoi, c'est une décision collective. Enfin, il y a un moment, les gars dans le stand, ils disent « Arrête-toi ». Magnussen, Grosjean, ils peuvent dire « Non ». Et là, l'équipe va dire « Ah mince, allez, s'il te plaît ». Et eux, ils vont dire non, ils vont rester sur la piste. Donc, ils ont certains ordres, mais en même temps, c'est eux qui sont dans la voiture, quoi. Donc, effectivement, il y a eu une consigne d'équipe, mais d'un autre côté, les pilotes étaient d'accord avec cette consigne. Sinon, ils ne l'auraient pas fait. Quand on dit à Vettel, on passe en pneu soft, et que Vettel dit non, je veux des médiums, ben on lui fait, bah d'accord. C'est-à-dire que l'équipe part du principe qu'on va donner les consignes, on dit au pilote ce qu'il faut faire, il y a un moment, le pilote, il est aussi dans la voiture, le pilote, il est écouté. En fin de course, on dit à Hamilton, on passe en pneu dur, il dit non, je veux les softs. Non, mais ils marchent pas bien les softs. Et Hamilton, il dit je m'en fous que les softs ils soient pourris. Je vais m'arrêter à 2 tours de la fin pour mettre les softs et faire le meilleur tour. Mercedes était pas content, mais il y a un moment, voilà, il pilote, il émettent des événements. Effectivement, il y a eu une consigne, mais d'un autre côté, les pilotes, ils sont d'accord. Pourquoi on leur colle 10 secondes de pénalité à eux deux? Enfin, voilà. Et surtout, est-ce qu'il y a autant de quoi gueuler sur cette consigne d'équipe des Haas que sur la non-pénalité de Albon et de Verstappen, de Bottas, pardon, de Albon et de Bottas. C'est là que je me dis, écoutez la FIA, je veux bien essayer d'être bonne poire, un peu de mauvaise foi pour accepter vos excuses, mais vous me facilitez pas la tâche, quoi. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on tire une balle sur une ambulance, enfin... Tirer sur Haas, enfin, je veux dire, ils ont eu un petit coup de génie, on les pénalise pour ça, je me dis...
Alors c'est bien de respecter le règlement, mais quand on remet régulièrement en question certains aspects du règlement et la manière dont il peut être parfois appliqué, je me dis, sanctionner une équipe comme ça, est-ce qu'au final, ça permet aux autres de crier « Justice !» Bof. Et je vais pas revenir sur l'affaire d'Albon, là je ne peux même pas arriver à comprendre. Ils ont même pas eu la décence de dire « On va leur coller 500 € d'amende à Red Bull ». Comme quand ils ont donné 1000 € d'amende à Ferrari pour une grosse erreur, je sais plus quoi. C'est-à-dire non, c'est rien. Alors qu'on a vu clairement que la FIA l'avait remarqué avant même le début de la course. Il y a beaucoup trop de décisions qui sont difficiles à justifier, je trouve. Voilà, c'est un petit peu mon ressenti pas content du jour sur ce côté-là, parce que j'ai parfois l'impression que c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus honnête de leur part. Pour ce qui est des AlphaTauri, Kvyat aurait pu profiter de ce coup de génie, mais au dernier moment, on a décidé de ne pas l'arrêter, justement, apparemment, pour ces raisons. Quand on lui a dit de s'arrêter pour passer un pneu tendre, au final, ils l'ont pas fait. Kvyat termine donc 12e, un week-end où il a complètement galéré avec sa voiture, et franchement, Gasly, waouh. Enfin, je suis vraiment impressionné, parce que il a pas roulé en essai libre 1, en essai libre 3, il a des problèmes moteurs. En qualif, il a des problèmes moteurs, il passe en Q3, Kvyat, il passe pas la Q1. De là à dire que Gasly aurait marqué des points pendant la course, je sais pas si sa voiture lui aurait permis, mais en tout cas, très bon point pour Gasly, et j'ai vraiment l'impression que depuis son retour dans cette équipe, il a clairement un ascendant assez conséquent sur Kvyat. Même en essayant de mettre de plus de côté mon chauvinisme et en essayant de mettre encore plus en avant la sympathie que je peux avoir pour Kvyat, je commence à avoir plus de mal à trouver des excuses pour Kvyat, parce que voilà, je suis vraiment époustouflé par Gasly depuis son retour chez Toro Rosso, devenu AlphaTauri, et depuis le début de saison. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un ascendant du côté de Gasly et qu'il a été victime de pas mal de malchance sur ces 2 dernières courses, et que malgré tout, j'ai senti Kvyat un cran en dessous. Maintenant, c'est que la 3e course, encore une fois, à voir comment ça va se développer. Pour les autres Alpha, mais de type Romeo, c'est encore une fois elles sont dans une détresse, c'est triste. Parce qu'il y a encore un an, elle marquait des points à la régulière. Raikkonen, il finissait 8ème de mémoire en Hongrie, et là, c'est un désastre. Je pense que c'est la première fois depuis ses tout débuts en 2001 que Raikkonen se qualifie à la régulière en dernière place. C'est-à-dire sans ennui, je compte pas les fois où il y a eu des pénalités, des ennuis mécaniques. Là, à la régulière, il se qualifie dernier. Je suis pas sûr que ce soit déjà arrivé auparavant, en presque 20 ans de F1. Alors, 17 peut-être. Mais voilà, propos à démentir, n'allez pas me citer là-dessus, mais j'en suis presque persuadé. Et pour ce qui est de Giovinazzi, il commence à tarder. Il bat Raikkonen en qualif, c'est bien, mais là, il y a un moment, il va falloir se réveiller en course, parce que derrière, il y a des petits Schwartzmann, Ilott, tout ça, qui sont en train de faire coucou en F2. Et Giovinazzi, il est là. Il est juste là. Donc ça manque. Et les Williams, c'est bien mieux en qualif qu'en course. Les pilotes le disent. La voiture est bonne en qualif. On a vu, les 2 sont passés en Q2. C'est un miracle. Russell, très bon week-end tout au long du samedi et du dimanche. Et pour ce qui est de Latifi, pas mal en qualif. En course, il était 10e à la fin du premier tour. C'est fou, ce super départ. Ensuite, il a accumulé les poisses. Il se prend un Sainz, un unsafe release. Donc, crevaison. Non seulement il va changer de pneu, son équipe le relance mal, il se chope une crevaison, et ensuite il se prend une pénalité. J'ai vraiment un problème avec les sanctions de la FIA en ce moment. Et ensuite, il a accumulé les poisses, il termine dernier à 5 tours. Russell, il termine seulement à 1 tour, mais voilà, la Williams n'était pas là. J'espère avoir été suffisamment concis. Je vous remercie encore une fois, toutes et tous, d'avoir suivi jusque-là. Pour des raisons entièrement dépendantes de ma volonté, il n'y a pas eu de live après la course hier. Voilà, il n'y en a pas eu. Donc le cherchez pas.
Merci à toutes et tous d'avoir suivi jusque-là. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, merci d'avoir suivi jusque-là, mais je pense pas que si ça vous a plu, vous soyez arrivé jusque-là. Vous pouvez continuer à étendre la discussion dans l'espace commentaire ou sur le serveur Discord dont le lien se trouve en description. Également pour suivre l'actualité, vous pouvez peut-être vous abonner ou retrouver les liens pour les réseaux sociaux. Les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.